présenter une des curiosités de la nature et qui est source d'émerveillement pour moi, et j'espère à la fin de cet exposé, peut-être aussi pour vous. Alors, il s'agit de la spirale. Elle est très présente dans la nature comme un élément qui apparaît comme un facteur de croissance, et c'est cet émerveillement que je voudrais vous présenter comme il se passe dans un univers fractal. Et pour présenter ces deux choses, j'ai choisi ici une fougère arborescente qui existe depuis l'ère primaire, donc depuis plusieurs centaines de millions d'années. Vous avez une crosse de jeunes fougères, et vous voyez que dans sa forme spiralaire, en elle-même, à l'intérieur, on a de nouveau des champs de petites spirales et encore à l'intérieur de petites spirales. Donc c'est ça, si vous voulez, un peu un univers fractal, c'est l'image de la feuille que vous avez à côté. Par rapport à la feuille globale, elle est constituée d'un certain nombre de folioles qui reprennent exactement la même forme que la feuille, et à l'intérieur de chacun, on a encore un petit élément qui représente cette même structure. Donc, parler d'univers fractal, c'est dire que c'est un univers qui se réplique dans les mêmes formes à différentes échelles. Et on verra à la fin quelles sont les échelles qui peuvent être concernées. Alors, il suffit de ne pas aller très loin pour trouver des spirales. Voici ce que j'ai trouvé dans mon jardin. D'une part, un Euryops, qui est cette fleur jaune qui est en ce moment en pleine floraison. C'est une fleur qui résiste assez bien à la sécheresse, qui s'épanouit surtout à l'automne, qui se développe là maintenant. Et à l'intérieur de son capitule, vous voyez que les fleurons, parce qu'on appelle ça une fleur dans l'ensemble, mais les fleurs sont en réalité sur les bordures. Chacune des petites pousses que vous voyez, c'est un bourgeon de fleurs, et ces fleurons se répartissent selon une organisation en spirale. C'est assez net si vous faites attention dans la partie centrale. L'escargot, un petit gris, il n'y a pas besoin de le présenter, sa spirale, on la connaît, et chez les escargots, vous avez tous vu effectivement ces formes de spirale se développer. Une pomme de pin parasol, et là encore, on distingue assez nettement les ellipses, et si on regarde attentivement, on voit qu'il y a en fait deux lignes d'ellipses. Une ligne d'ellipse remontante avec des spires assez resserrées. Vous en voyez 6 là très nettement sur cette face de la pomme, mais vous voyez qu'il y a une autre série de spirales qu'on peut prendre dans un autre sens, qui est une spirale un peu plus aplatie. On a donc chacune des écailles de la pomme de pin qui est située au croisement de deux formes de spirales qui n'ont pas le même rythme, la même organisation. Et il s'agit avec les cônes d'une fleur femelle. Vous savez que les fleurs mâles des pins nous aspergent de pollen au printemps. Et on a ici une mutation qui est intéressante où la fleur a fini par se transformer de façon à se solidifier, à se boiser, chaque écaille protégeant les graines à l'intérieur. Et en ce moment, je peux vous dire que sur mon pin d'Alep, les écureuils se régalent. Puis enfin, un cactus un peu particulier, Mammillaria bombicina, où là, les spirales sont évidemment très visibles. La spirale qui s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre est particulièrement nette, mais si vous faites bien attention, dans l'autre sens, c'est presque comme des lignes droites, vous avez une autre séquence de spirales qui s'enroulent là-dedans. Donc, à la fois sur la pomme de pin ici, deux formes de spirales qui n'ont pas tout à fait les mêmes rythmes. Alors les spirales constituent une famille très nombreuse et des mathématiques, et on peut les classer en deux groupes. D'une part, les spirales qui sont inscrites dans le plan, c'est les deux cas que je vais évoquer maintenant, et les spirales développées sur des volumes, les cylindres, les cônes ou les sphères. La plus simple des spirales, c'est la spirale d'Archimède. Elle conserve un écartement constant entre les spires, et vous en avez l'exemple qui est donné par un âne
qui tire sur sa longe et qui tourne autour du poteau, autour duquel la longe s'enroule, et il va finir par arriver au centre, coincé sur le poteau. Il aura dessiné une spirale d'Archimède. Alors, une question pour vous maintenant, question pour les ânes, puisqu'on était en train de parler d'ânes. À votre avis, quelle est la différence de sillon, de différence entre un disque vinyle en 45 tours et un 33 tours? Allez, qui s'y lance? Rassurez-vous, je n'ai pas de bonnet d'âne à vous fournir, hein, donc on pourrait dire aussi une question pour les nuls. Ah, mais oui, c'est la même chose. C'est effectivement une spirale d'Archimède, et la différence entre un 33 tours et un 45 tours, c'est la vitesse de défilement, mais il n'y a qu'une spirale d'Archimède. Alors elle est un peu faussée sur les disques 33 tours ou même 45 tours, parce que quand il y a deux pièces sur le 45 tours ou plusieurs pièces, à un moment donné la spirale se dérègle. C'est plus une spirale d'Archimède, on accélère pour passer au morceau suivant. Et la plus fréquente que l'on rencontre finalement dans la nature, c'est les spirales logarithmiques, qui sont dites aussi les spirales de croissance. Vous en avez vu avec la fougère, hein, qui s'enroule, etc. Et qui, au fur et à mesure que la fougère va s'épanouir, cette spirale va se déployer et va ouvrir les petites spirales, les petites spires qu'il y avait sur les côtés et qui vont donner les différentes feuilles. La spirale merveilleuse est un cas particulier en relation au nombre d'or. Alors on va aller voir un peu ce que c'est ce nombre d'or et cette spirale merveilleuse. La suivante, s'il te plaît. Alors voilà, si vous voulez, pour illustrer la spirale d'Archimède, vous voyez que les spires sont avec toujours le même espacement, tandis que dans la spirale logarithmique, une coquille de nautile, vous avez vu les nautiles présentés par Flore César, là, archi-décorés, découpés, etc. Vous en avez une qui a été tranchée transversalement, verticalement, pardon, et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de loges. Quand le nautile qui est atteint à l'intérieur de ces loges se trouve trop à l'étroit dans son habitacle, il progresse en construisant une nouvelle loge en avant, et il a un opercule qui vient fermer l'orifice où il protège à l'intérieur ses membranes, ses tentacules qui lui servent à pêcher. Donc on a ici une spirale logarithmique de croissance. Vous voyez que les spires s'élargissent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du point central de l'amorce de la croissance du nautile. La suivante. Alors voilà la spirale merveilleuse, qui est l'expression d'une suite de Fibonacci. Fibonacci, c'est finalement un mathématicien, théologien, enfin, il a, comme dans ces périodes de la pré-Renaissance, des tas de compétences, et en 1209, il a un avantage, il peut effectuer des calculs avec autre chose que les chiffres hérités de l'Empire romain. Les chiffres arabes, indo-arabes, avec notamment le 0, sont arrivés en Occident, et il va remarquer une chose particulière en mettant en place cette suite qui est la somme à chaque fois de deux termes qui le précèdent. Si on regarde par exemple dans cette suite, on a 13 et 21, le nombre suivant c'est la somme de 13 plus 21, c'est 34. Le chiffre suivant c'est 34 plus 21, c'est 55. Et vous voyez qu'on monte très vite en quantité dans cette série donc de Fibonacci. Et j'en ai donné, par rapport à la spirale, une représentation graphique qui est intéressante. Vous voyez qu'en partant du centre, on a d'abord le carré blanc qui est l'équivalent du 0 pour arriver à 1, 0 plus le chiffre suivant qui est 1, ça fait 1. Le chiffre suivant c'est 1, 1 plus 1 ça va faire 2, etc. Donc vous voyez que les carrés sont constitués, en blanc l'équivalent de la zone 0, de point de départ, en violet le carré de côté 1, puis le carré de côté 2, puis le carré de côté 3, le carré de côté 5, de 8, de 13, de 21, etc. Et on obtient donc un rectangle.
Et ce rectangle a une particularité, c'est que si vous regardez la partie, vous avez un carré hein, qui est là, et si vous regardez le rectangle que vous avez sur le côté, faites-le mentalement basculer d'un quart de tour sur votre gauche, et vous allez retrouver un carré et un autre rectangle. Ces rectangles sont rigoureusement homothétiques, et on pourrait les représenter comme ça à l'infini. Et cette proportion est ce que les peintres, à partir de la Renaissance, vont qualifier de divine proportion, et bon nombre de tableaux vont conserver cette proportion que l'on a élaborée à partir d'une suite de Fibonacci. Alors, pourquoi est-elle une spirale merveilleuse? Parce qu'elle est régie par le nombre d'or. Le nombre d'or, phi, la lettre grecque, c'est 1618, etc. C'est un nombre irréel. Il n'a pas de fin comme pi. Hein? Il continue comme ça, ad aeternam, et en conséquence, ce nombre est obtenu par la division, en prenant deux termes, en divisant le second terme, 55, par le premier, divisé par 34. On obtient un 618 et quelques. Si on divise 89 par 55, c'est la même chose. Chaque fois que vous allez diviser le terme successeur par le terme antécédent, prédécesseur, vous tombez toujours sur cette même proportion qui est donc qualifiée de nombre d'or. La suite, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on trouve ces suites de Fibonacci et ces spirales merveilleuses dans la nature? La plus importante qui a mobilisé les chercheurs depuis à peu près 4 siècles, c'est la fleur de tournesol. Pourquoi j'ai mis la fleur entre guillemets? C'est qu'en réalité, ce n'est pas une fleur, c'est un capitule. C'est une somme de fleurs. Les fleurs sont ce que vous voyez avec, partant sur la bordure, vous voyez ces petites tiges qui se terminent par une pointe jaune. C'est ça la fleur, ce sont des fleurons, d'accord? Et elles commencent à s'épanouir à partir de la bordure et elles vont terminer leur floraison quand on sera au centre. Mais vous voyez aussi très nettement que vous avez deux types de spirales. Une première série de spirales qui s'enroulent dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous avez une autre série de spirales qui s'enroulent cette fois-ci dans l'autre sens, dans le sens anti-horaire. Donc deux types de spirales, et quand on en a la patience, on trouve que tournant vers la droite, dans le sens horaire, on compte 34 spirales, et que si on compte dans l'autre sens, on en trouve 55. Et vous voyez que 34 et 55 sont deux termes de la suite de Fibonacci, et que d'autre part, quand on divise 55 par 34, on arrive à 1617, etc. Presque la valeur du nombre d'or, qui, au fur et à mesure qu'on s'avance dans la suite de Fibonacci, la précision du calcul se resserre, et tantôt on est un peu au-dessus, tantôt un peu au-dessus, mais finalement la ligne suit une asymptote, c'est-à-dire quelque chose qui ne sera jamais atteint parce qu'il n'y a pas de fin dans cette série. Donc, j'en conclus que la nature est belle. La suivante, s'il te plaît. Alors, comment peut-on expliquer ce dispositif? Il y a eu plusieurs séries de débats. D'abord, la première que je n'ai pas repris, c'est tout simplement la thèse de Voltaire. Je ne peux pas imaginer que l'horloge existe et n'ait pas d'horloger. Dieu a pourvu à tout ça, et il a pourvu avec intelligence à la fleur de tournesol, point. La discussion est close, c'est pas la peine de se casser la tête à chercher autre chose. Deuxième aspect qui a été abordé à partir du 19e siècle, est-ce que cette disposition en spirale représente un avantage évolutif des plantes, et finalement, est-ce que cet avantage sélectif est intégré dans le génome, c'est-à-dire dans votre héritage de votre ADN, par exemple? Alors, il y a eu de gros débats, et finalement, à l'heure actuelle,
l'idée est que ce n'est pas inscrit dans le génome, qu'il y a une grande variété. Le génome définit une espèce, mais il ne prend pas en charge des tas de détails particuliers qui font votre identité, l'identité d'une plante, etc. L'exemple le plus commun qu'on peut donner, c'est deux jumeaux vrais ont exactement le même ADN. Et pourtant, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales, ils n'ont pas le même iris, ils n'ont pas des choses qui sont à ce moment-là des variables qui vont intervenir. Si on regarde les plantes, une plante peut avoir effectivement le même génome. Une pomme de pin ne donnera jamais un érable, hein, elle donnera un pain. Mais selon la façon dont se présente la plante, son ensoleillement, le milieu dans lequel elle est plantée, etc., elle va prendre une physionomie particulière, mais qui n'est pas contenue dans son génome. Il y a une part d'aléatoire dans sa croissance, et c'est très bien comme ça, finalement, parce que ça assure une diversité, une diversification dans l'ensemble du vivant. La deuxième approche, ça a été une approche de type géométrique, puisqu'on a deux spirales, le nombre d'or qui intervient là-dedans. On a fini par constater que c'était un moyen d'optimiser l'espace en associant l'ordre et la compacité. Vous avez tous vu un rayon d'abeilles. Vous savez que les abeilles sont des constructeurs intuitifs, mais elles réalisent des hexagones, et les ruches sont finalement des accumulations d'hexagones côte à côte. L'hexagone est la figure géométrique qui assure le pavage total d'une surface en minimisant les tensions, puisque c'est quelque chose qui s'approche, qui peut être inscrit dans un cercle circonscrit et qui est aussi en limite d'un cercle inscrit. Donc c'est la forme qui minimise les tensions. Bien, sur le capitule que vous avez vu tout à l'heure, l'organisation sous ces formes de spirale permet une utilisation maximale de la surface du capitule avec des formes de graines qui seront toutes à peu près identiques. Au croisement de deux spirales, c'est à peu près une forme en losange, et les graines vont s'organiser selon ces deux spirales. Finalement, une autre approche qui est plus récente, c'est celle que l'on a depuis maintenant une quarantaine d'années. C'est une approche hormonale qui regarde et prend en considération le taux d'auxine. Alors, l'auxine, c'est ce que vous connaissez éventuellement si vous avez des plantes sur votre balcon ou dans votre jardin, c'est ce qu'on vous vend comme hormone de bouturage dans les jardineries. Donc, cette approche montre que, finalement, en ne rejetant pas l'approche géométrique, associée aux contraintes mécaniques, c'est le taux d'auxine qui va entraîner la croissance différente des pièces du capitule. C'est d'abord les pièces de la périphérie qui vont commencer à se former et à grossir. Au fur et à mesure qu'elles se développent, elles dilatent leur taille de graines et elles libèrent une partie au centre pour une nouvelle génération. Et peu à peu, si vous voulez, jusqu'à une limite, mais sur les tournesols, je vous ai montré un exemple à 34 et 55. Il y a d'autres formes que l'on peut trouver. J'ai pas réussi à la photographier parce que c'était trop haut, mais dans un jardin du Cress, il y a des tournesols qui sont des tournesols non, pour la fourniture d'huile, mais qui sont simplement décoratifs, les feuilles sont plus petites, et il y a beaucoup moins de spirales que dans le capitule du tournesol que l'on cultive pour l'huile. Les points où la concentration d'auxine est la plus forte vont correspondre aux régions où apparaissent les fleurons, c'est-à-dire sur la périphérie, et en allant peu à peu vers le centre. Alors, si on regarde maintenant la diversité spiralaire, je vais prendre quelques exemples. D'abord chez les conifères, donc je vous ai dit, un conifère ne donnera jamais un hêtre ou quoi que ce soit, mais dans les conifères, on peut les distinguer aussi par le nombre des spirales qu'il y a sur les pommes. Dans le premier exemple que vous avez à gauche, vous voyez une série de spirales en bleu, elles sont comptées 1, 2, 3 jusqu'à 8,
Et vous avez, dans l'autre sens, tournant en sens horaire, vous avez des spirales qui sont numérotées en rouge qui arrivent à 13. 13 et 8 sont deux nombres de la suite de Fibonacci, et donc on a quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre de ces spirales merveilleuses. De l'autre côté, un cône de pin d'Alep. Alors là, c'était plus difficile à photographier. Les écureuils me bouffent toutes les pignes de pin d'Alep, ils en sont particulièrement friands. J'ai trouvé que cette pigne un peu séchée, mais en fait, si on peut la compter, on arrive à une suite qui est de 5 et de 8. Donc là encore, on va retomber sur le nombre d'or, 8 divisé par 5, mais vous voyez qu'entre le pin maritime et le pin d'Alep, ce sont des pins, mais ils n'ont pas la même organisation. J'aurais pris un cèdre, ça serait encore une autre séquence spiralaire que l'on pourrait avoir. Celui-là me paraît intéressant, le palmier de Madagascar, qui n'est pas un palmier, qui est un cacté, parce qu'il présente un tronc cylindrique que vous avez là, il est dans un pot de fleurs chez nous, et il est recouvert d'épines qui sont organisées en spirales. On les voit particulièrement bien sur ces spirales montantes le long de ce tronc. Et il y en a 13 spires anti-horaires et 21 spires jusqu'à une tête latérale qui est sur le côté, c'est un bourgeon qui a démarré. Donc on est là encore, 13 et 21, dans des nombres de la suite de Fibonacci, et avec effectivement toujours pareil, 21 divisé par 13, on retombe sur le nombre d'or. Et au sommet, on a une couronne de fleurs, c'est un peu de feuilles, c'est un peu cette allure, si vous voulez, d'un tronc cylindrique et de ces feuilles en panache qui a donné par assimilation l'idée que c'était un palmier. Et vous avez dans le petit croquis à côté l'organisation des feuilles telles qu'on peut les voir. Je n'ai pas de pointeur, mais si on regarde bien sur les feuilles, sur le côté, on distingue des épines qui sont en ligne, en forme oblique. Donc la spirale se continue dans les feuilles. Le schéma vous montre le développement des feuilles. On passe de 1, 2, 3, puis ensuite on a une autre séquence qui est 4, 5, 6, vous voyez qu'elles ne sont pas axées, puis on passe ensuite à 7, 8, 9, là encore c'est pas axé, puis ensuite 10, 9 et au centre, etc. Donc on a un décalage régulier à chaque tour. On a pour un tour de spire, on va avoir 3 feuilles. Et ça va nous donner une chose qui est une disposition régie par l'angle d'or. Qu'est-ce que c'est cet angle d'or? C'est les 360 degrés de l'angle plat du cercle divisé par phi au carré. Et ça donne à peu près 137, c'est le chiffre que vous ne voyez pas, 137,5. Donc quelque chose qui outrepasse, quand on en ajoute 3, ça dépasse 360 degrés. Donc c'est ce qui entraîne progressivement ce décalage des pièces, des feuilles, les unes par rapport aux autres. Elles sont organisées en spirale tout autour de cette tige. Un botaniste vous parlerait de phyllotaxie. C'est le mode d'organisation des feuilles sur une tige. On change un peu d'individu, on va voir les coquillages. Alors j'en ai pris 2. Ici, à gauche, un Murex scolopax. C'est une sacrée saloperie quand vous êtes sur une plage. Je l'ai récolté en Oman, au bord de l'océan Indien, parce que il y en a beaucoup, ça abonde, et on se fout les pieds dedans si on n'a pas de chaussures, et c'est très très désagréable. De notre côté, un Pleuroploca trapézium, et qui est un coquillage aussi courant dans l'océan Indien, celui-là qu'on s'est procuré chez un marchand à Goa. Donc, si vous voulez, l'angle d'or que l'on a vu tout à l'heure, 137 et quelques degrés, c'est l'angle que vous avez sur celui-ci. Vous voyez que si vous prenez la vue dans l'axe de la spirale, vous avez 3 épines sur une première boucle, puis 3 épines, puis 3 épines, etc. Donc la distribution des épines sur Murex scolopax est réglée par le nombre d'or, 137 degrés et quelques. Par contre, sur le second,
vous voyez que les petites bosses que vous avez, vous regardez là encore toujours l'axe de la spirale. Et vous voyez que quand vous suivez un tour, une spire, vous allez retrouver finalement un nombre de bosses qui est de l'ordre de 8. Donc quelque chose qui est supérieur. Et là aussi, des bosses, on voit bien qu'elles ne sont pas alignées sur des spires différentes. Mais là, elles sont régies par un autre angle de divergence, qui est l'angle d'or, 137,5, divisé par 3, qui est à peu près de l'ordre de 45 degrés. Ce qui veut dire que dans sa croissance, ce coquillage, alors que l'autre, quand il s'accroît de 137 degrés, il maçonne sa gaine qui vient de développer et il s'arrête là, l'autre a des étapes de croissance plus lentes, plus séquencées dans l'ensemble de l'année, avec 9 bosses au niveau de cette distribution angulaire. La suivante, s'il te plaît. Alors, on trouve aussi des spirales dans la nature qui ne sont plus là, des spirales de Fibonacci ou même des spirales logarithmiques, mais qui montrent que la spirale est quelque chose de très courant. C'est le krill dans les spirales mortelles. Alors, vous avez ici quelque chose qui est tout à fait étonnant. Les Rorqual à bosse, qui sont des Rorqual à bosse, ce sont des mysticètes, ils n'ont pas de dents, hein, donc ils n'ont que des fanons, et ils vont se nourrir de choses relativement minces et qu'ils ne triturent pas. Ils ont élaboré une technique de chasse en groupe bien particulière. On a un groupe de Rorqual, quelques unités, 3, 4, 5, qui peu à peu forment une spirale pour encercler du krill ou des petits poissons. Et ils construisent un filet en lâchant par leurs évents des bulles d'air qui peuvent atteindre 50 cm de diamètre. Donc les poissons ne peuvent pas traverser l'air, ils ne vont pas aller se jeter dans quelque chose qui les tuerait, ils évoluent vers l'intérieur de la spirale, là où il n'y a que de l'eau. Et à un moment donné, ça finit par faire une masse compacte, et alors là, les Rorqual n'ont plus qu'à se régaler, ils ouvrent la gueule, ils foncent dans le tas, et ils récupèrent à chaque fois des bouchées de 150 à 200 kg de krill, et il leur en faut à peu près une demi-tonne à une tonne par jour. Donc vous voyez qu'on a une technique ici tout à fait intéressante. Et ce qui est sur la plus grande image important à voir, c'est que les oiseaux de mer ne sont pas cons. Ils ont vu qu'il y avait des bulles, donc ils savent qu'il va y avoir du krill ou des poissons qui vont remonter vers la surface et ils vont participer eux aussi au festin. Et sur la deuxième petite photo, vous voyez les baleines à bosse en train de sortir, de sauter. Ces Rorqual à bosse, ces baleines dont vous voyez quelquefois dans les films animaliers, ces bêtes qui se jettent en l'air et qui retombent sur le dos en faisant de grands claquements avec leurs nageoires. La suivante, s'il te plaît. Et je vous avais dit dans l'entrée avec ma feuille de fougère que ces rythmes de la nature étaient aussi des rythmes organisés en rythmique fractale. Alors le chou romanesque, mais ça serait pour un observateur la même chose sur un chou-fleur, etc. Mais un chou de Bruxelles, c'est plus intéressant avec le chou romanesco parce que là, il illustre parfaitement cette rythmique. Vous voyez qu'on a une série, le chou a une allure conique, il est composé de petits cônes, et à l'intérieur de chaque petit cône, il y a encore un petit cône. Donc c'est ça, le système fractal, une autoréplication de formes à des échelles différentes. On en trouve ici 13 spirales dans le sens horaire, 8 spirales dans le sens anti-horaire. On est là encore revenu vers le nombre d'or, la suite de Fibonacci, donc une spirale merveilleuse. La suivante, c'est deux. Cette fractalité peut être démultipliée à l'extrême. Alors je vous présente le chêne de Tombebeuf. Tombebeuf, vous ne savez pas où c'est, c'était à côté de chez moi quand je vivais dans le Lot-et-Garonne, à Miron-Guyenne. Il était à 7 km, on le connaissait. Alors en tant que gamin, bon, c'était un arbre important, imposant, mais enfin, pour nous, c'était un gros arbre, un bel arbre, mais sans plus. Et j'ai vu en cherchant des photos pour vous présenter un arbre, alors on est ici à la fin de l'hiver, tout début du printemps, il n'y a pas encore de feuillaison. Vous voyez comment, par rapport au tronc, les branches se subdivisent à l'infini jusqu'aux brindilles, jusqu'à quelque chose qui va être les feuilles. Et le deuxième, c'est quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard, en début de printemps, la feuillaison a démarré et il se couvre là-dessus. Alors,
C'est un chêne qui a une envergure de 25 mètres de haut, une envergure de 38 mètres, son âge estimé est 350 ans, et il couvre à peu près 1000 mètres carrés de surface au sol de son nombre. Mais quand vous regardez le nombre des feuilles, le développé des feuilles va être un multiple de 8 ou de 10, en fonction minimum, de la surface qu'il couvre sur le sol. Et ça en ne prenant que des feuilles qui seraient à l'horizontale et développées dans tous les sens. Si vous prenez la hauteur, on arrive à des quantités de prolifération foliaire qui sont extraordinaires. Alors j'ai vu que cet arbre avait été élu, quand je cherchais mes photos, arbre de l'année 2019, et j'ai vu aussi une chose qui m'a attristé, dans le sud-ouest, il est en train de peut-être mourir. Hein. Le tronc s'est fendu en 2021, donc on essaye de le soigner pour éviter que des champignons, etc., s'installent à l'intérieur de la fissure, et on se demande s'il ne faudrait pas l'étayer, comme au Japon, où quand on a un respect total des arbres, vous voyez des arbres complètement emmaillotés, soutenus par des piliers, et où on dit, quand on visitait à Nagoya, un château avec un arbre qui était tout emmailloté, on disait, mais pourquoi vous n'en mettez pas un nouveau, vous ne le faites pas pousser? On dit, ah non, c'est un arbre, celui-là, il est sacré, il a 200, 300, 400 ans, il faut qu'il reste là. La suite, s'il te plaît. Alors, en passant de l'arbre à nos poumons, c'est la même chose en termes de fractalité, et là, une fractalité bienvenue. Pour qu'il y ait un maximum d'épuration du sang, échange oxygène-gaz carbonique, les poumons doivent avoir la plus grande surface possible, tout en ayant un volume qui reste compatible avec notre cage thoracique. De la trachée, elle est unique. On passe avec 2 divisions pour les bronches pour alimenter les poumons. Puis ensuite, on va avoir des subdivisions jusqu'aux bronchioles. Et plus les ramifications se multiplient, plus leur diamètre diminue. Et en bout de piste, après 16 itérations, on va avoir 65 000 bronchioles connectées à des millions d'alvéoles. C'est un poumon humain normal. Et la modélisation en 3D sur un ordinateur permet une estimation de l'aire d'échange de poumon. C'est entre 150 et 200 mètres carrés de superficie. Vous avez ça dans votre poitrine. Hein? La suivante, s'il te plaît. Alors, je vous avais dit, le monde dans un univers fractal, des spirales à toutes les échelles. Échelle centimétrique, une vidange de lavabo. Échelle kilométrique sur la Terre, le typhon Noru, le typhon il y a une quinzaine de jours qui s'est développé sur les Philippines. Et puis, une image qui est issue du croisement des images de Hubble et de James Webb, qui travaillent dans l'infrarouge, d'une galaxie spirale, la galaxie du Fantôme. Vous voyez que la forme de la spirale, à toutes les échelles, se reproduit. Je voudrais en profiter ici pour la vidange du lavabo. Très souvent, on vous explique, on a pu quelquefois vous expliquer, que le sens de rotation était lié à la force de Coriolis dans le lavabo, etc. Pas du tout. Vous jetez cette explication à la poubelle. C'est davantage la régularité, la pente du lavabo, etc., qui vont faire que ça tourne dans un sens ou dans l'autre, à l'intérieur du même hémisphère. Hein, donc là, il n'y a pas de miracle. Par contre, sur la masse d'air de typhon, la colonne, l'épaisseur qui va avoir plus d'une dizaine, une quinzaine de kilomètres de hauteur, un diamètre de la spire extérieure jusqu'à 500 km, là oui, la force de Coriolis joue et le sens de rotation des typhons n'est pas le même dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Enfin, je voudrais terminer sur celui qui a popularisé et qui a formalisé, surtout en mathématiques, la théorie des fractales, c'est Mandelbrot, un mathématicien français qui a développé ce type de travaux à partir des milieux des années 70 sur quelle est la longueur de la côte française. Et dans cette équation, vous voyez que ça se réplique, j'ai pris qu'un angle, un morceau du grand cercle qui était là. Vous voyez que tout le long de sa couronne, vous avez des petites réplications avec des petits cercles qui deviennent de plus en plus gros. Il y en a un gros, tout autour de ce gros, des petits
puis il est plus gros, et à partir de là, quelque chose qui se continue. Sur les bras que vous avez la réplication, vous retrouvez exactement la même forme de la spirale qui se déploie, qui se déroule là-dedans. À l'infini, si on grossissait, alors là vous avez un grossissement d'un bras, on grossirait encore un segment, l'extrême pointe là du serpentin, on le grossirait, on aurait exactement les mêmes formes là-dedans. Donc cette idée de auto-réplication à des échelles différentes qui fait que, et je termine par cet extrait du poème de William Blake, il s'agit pour nous de voir le monde dans un grain de sable, le paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans le creux de sa main et l'éternité dans une heure. J'espère n'avoir duré que 30 minutes. Merci.